Regardez-vous. Regardez vos interactions quotidiennes, ces échanges stériles que vous osez appeler « conversations ». Dans la majeure partie du monde civilisé, de New York à Tokyo, de Londres à Dubaï, l'humanité a sombré dans une forme d'anesthésie sociale généralisée. Nous sommes devenus les esclaves d'un script invisible, d'une politesse de façade que les anglo-saxons appellent avec une fierté mal placée le « small talk ». Comment ça va? Il fait beau aujourd'hui, tu as passé un bon week-end? Des mots vides. Des déchets verbaux. Des sons émis uniquement pour combler un silence que nos sociétés modernes jugent insupportable. Nous vivons dans une ère d'hypocrisie mondiale où l'on sourit pour ne rien dire, où l'on échange des banalités pour éviter de se confronter à l'autre, et surtout, pour éviter de réfléchir. Nous sommes des automates de la courtoisie, des coquilles vides qui flottent dans un océan de superficialité. Mais alors, il y a la France. Il y a ce rectangle de trottoir jonché de chaises en rotin que l'on appelle une terrasse. Et c'est ici, entre deux bouffées de cigarettes et le cliquetis d'une cuillère contre une tasse en porcelaine, que se joue une tragédie intellectuelle pour quiconque n'est pas né entre l'Atlantique et le Rhin. Pour l'étranger, le premier contact avec la conversation française n'est pas une caresse, c'est une collision. C'est un choc systémique qui va briser ses certitudes et mettre à nu la vacuité de son existence sociale. Bienvenue dans l'épicentre de la résistance mentale, là où le café ne sert que de prétexte à une mise à mort de l'ennui et de la bêtise. Imaginez notre étranger. Appelons-le l'homme script. Il vient d'une culture où le conflit est un péché social, où être gentil est la vertu suprême, et où l'on s'excuse d'exister 3 fois par phrase. Il s'assoit à une terrasse parisienne, à 7 heures du soir. Il s'attend à ce que le monde soit à l'image de ses applications, fluide, consensuel, inoffensif. Il s'attend à échanger quelques mots polis sur la beauté de la tour Eiffel avec son voisin de table. Et là, le désastre commence. Son voisin, un Français dont le visage porte les marques d'une réflexion permanente, ne lui demande pas s'il aime Paris. Non. Il l'observe, il jauge son interlocuteur, et soudain, il lance une grenade incendiaire. Une question sur la légitimité de la démocratie représentative, sur l'absurdité de la condition humaine face à l'intelligence artificielle, ou sur la mort de l'esthétique dans l'architecture contemporaine. Pas de préambule. Pas de « How are you ?» On entre directement dans le vif du sujet, là où ça fait mal, là où ça gratte, là où l'on est obligé d'engager son âme. L'étranger panique. Son système immunitaire social, habitué aux interactions aseptisées, est submergé. Il cherche désespérément ces phrases toutes faites, c'est « Oh, that is interesting » ou c'est « I see what you mean ». Mais en France, cela ne suffit pas. Le Français ne veut pas que vous soyez d'accord avec lui. En fait, si vous êtes d'accord avec lui trop vite, il vous méprisera. Il vous considérera comme un esprit faible, une surface plane sans relief. Ce que l'étranger interprète immédiatement comme de l'impolitesse, de l'arrogance, voire de l'agressivité, est en réalité le plus grand honneur qu'on puisse lui faire. C'est une invitation au duel. C'est un signe de respect immense qui signifie « Je considère que tu es un être doué de raison, capable de tenir une position, capable de défendre une idée. Je te traite comme mon égal intellectuel. » Dans le reste du monde, on protège l'ego de l'autre en évitant les sujets qui fâchent. En France, on honore l'intelligence de l'autre en cherchant précisément la friction. Le débat, ce mot que les étrangers prononcent avec crainte, est le sport national. Ce n'est pas une dispute, c'est une danse. C'est une joute oratoire où les mots sont des fleurets. L'étranger regarde, stupéfait, 2 amis français s'écharper violemment sur une question de politique intérieure ou sur le sens caché d'un film de la nouvelle vague. Ils croient qu'ils vont se battre, qu'ils vont se détester à jamais. Mais 10 minutes plus tard, ils commandent une autre bouteille de vin en riant, plus proches que jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont partagé quelque chose de réel. Ils ont quitté la périphérie du « small talk » pour entrer dans le sanctuaire de l'intimité brutale. Cette capacité française à transformer un expresso à 2 € en un séminaire philosophique est une insulte à la modernité industrielle. Regardez ce que font les autres pays pour essayer de retrouver ce lien. Aux États-Unis, on paie des fortunes pour des
retraite de pleine conscience, on s'inscrit à des cours de communication non violente, on télécharge des applications de coaching de vie pour apprendre à se connecter aux autres. On industrialise la guérison de la solitude. En France, on s'assoit simplement au café. Pas besoin de coach, pas besoin d'algorithme. La thérapie, c'est l'autre. La guérison, c'est la confrontation d'idées. Un expresso bu en terrasse sous la pluie battante de Paris contient plus de vérité humaine et de connexion profonde qu'un an d'abonnement à n'importe quelle plateforme de développement personnel. L'étranger commence alors à ressentir une gêne profonde, une sorte de vertige existentiel. Il réalise que sa gentillesse internationale n'est qu'une forme sophistiquée de lâcheté. Il comprend que s'il n'a rien à dire de profond, c'est parce qu'il a cessé de penser par lui-même. Il est le produit d'une éducation mondiale qui valorise le consensus mou au détriment de la clarté d'esprit. Face au regard inquisiteur du français, son masque de certitude se craquelle. Il se sent nu. Il réalise qu'il a passé 30 ans à avoir des opinions dictées par les réseaux sociaux, mais qu'il n'a aucun argument. Il a des likes, mais il n'a pas de pensée structurée. C'est là que l'attaque de l'intellect français devient insupportable. Elle expose la pauvreté spirituelle de notre époque. Elle montre que l'on peut être entouré de milliers de connexions numériques et être en état de mort cérébrale sociale. Le français, par sa simple exigence de sens, devient le miroir de la vacuité mondiale. Il force l'autre à sortir de sa zone de confort, à transpirer, à chercher ses mots, à bégayer face à la complexité du réel. Certains étrangers fuient. Ils rentrent chez eux et écrivent des articles sur l'arrogance parisienne ou sur la rudesse des Français. Ils se réfugient dans le cocon sécurisant de leur small talk habituel, là où personne ne leur demandera jamais de justifier leur existence ou de définir leur concept de la liberté. Ils préfèrent vivre dans un monde de sucre-glace, où tout est doux, mou et sans saveur. Ils retournent à leur « I'm fine, and you », ce mensonge permanent qui sert de ciment à leur société en décomposition. Mais pour d'autres, le choc est le début d'une renaissance. Ils voient pour la première fois la beauté de la blessure intellectuelle. Ils comprennent que la chaleur d'une conversation ne vient pas de l'accord des violons, mais de l'étincelle produite par le choc des pierres. Ils commencent à entrevoir que la France détient un secret que le reste du monde a perdu dans sa course à la productivité et au confort, le secret de la présence. Être là, entièrement, dans le mot, dans la réplique, dans le regard qui ne lâche rien. C'est une attaque, oui. Une attaque contre la paresse mentale, contre la médiocrité émotionnelle, contre le vide sidéral de la communication moderne. Et dans cette guerre des mots, la France est la dernière puissance nucléaire de la pensée. Elle ne cherche pas à vous plaire, elle cherche à vous réveiller. Elle ne veut pas votre sourire de circonstance, elle veut votre cri, votre doute, votre passion. L'étranger qui reste, celui qui accepte de relever le défi, sans soudainement une chaleur nouvelle l'envahir. Ce n'est pas la chaleur du café, c'est celle d'une âme qui se dégèle. Il vient de comprendre que la conversation française n'est pas une perte de temps, c'est l'unique usage raisonnable du temps. Il vient de découvrir que la véritable hospitalité ne consiste pas à offrir un fauteuil confortable, mais à offrir un espace de liberté où l'on peut enfin être vrai, quitte à être féroce. Mais attention! Ce n'est que le début de la contamination. Car une fois que vous avez goûté à cette drogue dure qu'est la connexion réelle, le retour à la réalité du monde extérieur sera un enfer. Vous allez devenir un étranger dans votre propre pays. Vous allez regarder vos amis, votre famille, vos collègues, et vous allez voir des fantômes qui parlent pour ne rien dire. Vous allez avoir soif de cette brutalité française comme d'une source d'eau pure dans un désert de plastique. Vous êtes sur le point de passer de l'autre côté du miroir, là où le silence est une insulte et où la parole est un acte de guerre. Et d'amour. Préparez-vous pour la suite. Car après le choc de la rencontre vient l'addiction à la vérité. Et vous allez découvrir pourquoi le monde entier, tout en détestant l'arrogance française, finit toujours par ramper jusqu'à nos terrasses pour essayer de retrouver ce qu'ils ont perdu, leur humanité. Gémininois. L'anesthésie est terminée.
Ce que l'étranger prenait pour une agression n'était en réalité qu'une opération chirurgicale à cœur ouvert, destinée à extraire le poison de la superficialité qui rongeait son âme. Une fois le choc initial passé, une fois que les larmes de l'humiliation intellectuelle ont séché, il se passe quelque chose de fascinant, de presque effrayant, la naissance d'une addiction. Une dépendance brutale à la vérité, à la friction, à cette incandescence de l'esprit que l'on ne trouve que sur une terrasse de café, entre la place de la République et le jardin du Luxembourg. Bienvenue dans la seconde phase du grand basculement, le moment où l'étranger réalise que sa vie d'avant n'était qu'un long hiver de l'esprit, et que la France est le seul endroit sur Terre où l'on sait encore ce que signifie être vivant. Regardez-le, cet étranger converti. Il ne cherche plus le Wi-Fi. Il ne vérifie plus fébrilement ses notifications. Il est assis, un coude sur le guéridon, le regard plongé dans celui de son interlocuteur. Il a compris que la chaleur d'un échange ne vient pas du sucre que l'on met dans son café, mais du feu de l'argument. Il commence à aimer ce moment où son cerveau chauffe, où il doit aller chercher au plus profond de lui-même une idée, une nuance, un mot précis pour répondre à la salve de son voisin français. Il découvre une extase méconnue, l'extase de la pensée en mouvement. Pour lui, le « small talk » est désormais synonyme de cadavre. Il regarde les touristes qui passent, avec leurs sourires figés et leurs phrases toutes faites, comme on regarde des survivants d'une catastrophe qui ignoreraient encore qu'ils sont morts à l'intérieur. Pourquoi le reste du monde a-t-il peur de la culture française? Pourquoi les grandes puissances, les empires du marketing et les géants du numérique regardent-ils nos bistrots avec une méfiance à peine dissimulée? La raison est simple, et elle est politique au sens le plus noble du terme, un homme qui sait discuter est un homme que l'on ne peut pas manipuler. Le monde moderne veut des consommateurs, la France produit des critiques. Le monde veut des citoyens qui disent « Amen » aux slogans publicitaires et aux injonctions des algorithmes. La France, elle, a érigé le « pourquoi » en religion d'État. Chaque terrasse de café est un laboratoire de subversion. C'est là que l'on déconstruit les certitudes, que l'on broie les sophismes et que l'on refuse la pensée binaire que les réseaux sociaux tentent de nous imposer. L'étranger réalise soudain que la prétendue « arrogance » française est en fait une souveraineté de l'esprit. Les Français ne sont pas difficiles pour le plaisir d'être désagréables, ils sont difficiles parce qu'ils refusent la bouillie mentale que l'on sert au reste de l'humanité. Ils sont les derniers gardiens d'une zone franche où le politiquement correct vient s'écraser contre le mur de la lucidité. Écoutez cette confession tardive, ce cri du cœur que poussent tant de voyageurs après quelques mois d'immersion dans le bain intellectuel hexagonal, j'ai vécu 30 ans dans une prison de silence et je ne le savais pas. Ils repensent à leur mariage où l'on ne parlait que de décoration intérieure, à leur dîner professionnel où le moindre désaccord était perçu comme une faute grave, à leurs amitiés de papier où l'on n'osait jamais se dire la vérité de peur de briser le consensus. Ils ressentent une haine froide pour cette éducation qui les a transformés en eunuques de la conversation. Ils se demandent combien d'opportunités de connexion réelle ils ont gâchées pour la simple commodité de paraître « sympa ». En France, ils ont découvert que l'on peut se détester sur une idée et s'aimer sur une existence. Ils ont appris que la véritable amitié n'est pas de flatter l'autre, mais de le forcer à être meilleur, plus précis, plus profond. Mais ce voyage sans retour a un prix. L'étranger qui a goûté à la tradition de la pensée française est désormais marqué au fer rouge. Il devient un inadapté social dans son pays d'origine. Imaginez son retour à New York ou à Singapour. Il se retrouve à un cocktail, un verre de chardonnay à la main. Quelqu'un lui lance le sempiternel « So, what do you do for a living ?» Et là, il sent la nausée monter. Il a envie de répondre « On s'en fout de ce que je fais, parlons plutôt de ce que nous sommes. » Parlons de la chute de la beauté dans l'art contemporain, parlons de la solitude des foules, parlons de l'absurdité du travail salarié. Ses interlocuteurs s'éloignent, effrayés. Ils voient en lui un radical, un fou, un Français. Il est devenu le paria d'un monde qui préfère le confort du mensonge à la rudesse du vrai. Il est condamné à l'exil intérieur, hanté par le souvenir de ses heures passées à refaire le monde sur un trottoir de la rue de Lappe. Car le café français n'est pas seulement un lieu géographique, c'est le dernier bastion de l'humanité à l'heure de l'intelligence artificielle. Dans un monde où les machines vont bientôt générer 90% de nos contenus,
où nos réponses seront suggérées par des logiciels de complétion automatique, le bistrot parisien est une enclave de chair et de sang. C'est le seul endroit où l'imprévisible a encore sa place. On ne peut pas automatiser une engueulade au café. On ne peut pas mettre en algorithme l'étincelle qui jaillit quand deux esprits s'entrechoquent après 3 verres de brouillis. Le génie français est la réponse ultime à la déshumanisation numérique. C'est le refus de la donnée au profit de l'expérience. C'est la victoire de l'incertitude magnifique sur la certitude binaire. Nous, Français, nous devons comprendre l'immensité de ce que nous possédons. Ce que nous considérons comme une simple habitude, s'asseoir, commander un noir, et parler pendant 2 heures de tout et de rien, est perçu par le reste de la planète comme un luxe inouï, presque mystique. Nous sommes assis sur une mine d'or immatériel. Nous sommes les dépositaires d'un art de vivre que l'on ne peut ni exporter, ni cloner, ni numériser. C'est une part de notre souveraineté que personne ne pourra nous voler, notre capacité à transformer le plomb du quotidien en l'or de la pensée partagée. Mais ce privilège nous impose un devoir. Un devoir de résistance. Le monde entier nous observe, parfois avec agacement, souvent avec une admiration secrète, pour voir si nous allons tenir. Si nous allons nous aussi succomber à la dictature de l'urgence, au café-carton que l'on boit en courant, au silence poli devant nos écrans. Si la France se tait, c'est le monde entier qui devient muet. Si nos terrasses s'éteignent, c'est la lumière de la raison critique qui vacille partout ailleurs. Nous ne parlons pas seulement pour nous, nous parlons pour tous ceux qui, dans le secret de leur bureau climatisé à l'autre bout du monde, rêvent d'avoir le courage de dire enfin ce qu'ils pensent. Alors, je m'adresse à vous, mes compatriotes, ne cessez jamais d'être compliqués. Ne cessez jamais de couper les cheveux en 4. Ne cessez jamais d'interrompre votre voisin de table pour lui expliquer pourquoi il a tort. Votre exigence est un cadeau que vous faites à la civilisation. Votre verbe est une arme de destruction massive contre la bêtise ambiante. Chaque fois que vous refusez une réponse simple, chaque fois que vous exigez une définition précise, chaque fois que vous transformez une banalité en débat philosophique, vous sauvez un fragment de la dignité humaine. Et à vous, étrangers qui nous écoutez, nous vous posons cette question, avec cette franchise brutale qui nous caractérise, combien de temps encore allez-vous accepter de vivre dans cette cage dorée du « small talk » ? Combien de temps allez-vous tolérer ces relations tièdes, ces échanges sans risque, cette vie de spectateur de vos propres conversations? La porte de la France est ouverte. Nos terrasses vous attendent. Mais sachez une chose, si vous venez, si vous vous asseyez vraiment, si vous acceptez de poser les armes de la politesse factice pour entrer dans l'arène du vrai, vous ne pourrez plus jamais repartir. Vous aurez découvert que la parole est une drogue dont on ne guérit jamais. La France ne vous promet pas le bonheur facile. Elle vous promet l'intensité. Elle ne vous offre pas le confort de l'accord, elle vous offre la beauté du désaccord. Dans un monde qui se meurt de sa propre uniformité, préférez-vous être un écho ou une voix? Préférez-vous la sécurité du silence ou le danger magnifique de la parole libre? La prochaine fois que vous passerez devant une terrasse parisienne et que vous entendrez le brouhaha des voix qui s'élèvent, ne voyez pas un simple désordre. Voyez-y le dernier chant de résistance d'une espèce qui refuse de devenir une machine. Voyez-y la preuve que l'âme humaine a besoin de mots, de beaucoup de mots, pour ne pas mourir de froid. Restez éveillés. Restez éloquents. Et surtout, n'oubliez jamais, le silence est peut-être d'or. Mais en France, la parole est la vie même.